Ça va se dérouler pendant les 6 mois de l'exposition. On va essayer d'avoir régulièrement des activités. Et je suis invitée. Bien sûr, Naoufer, vous êtes invitée. Est-ce que vous pensez que ça va aider les entreprises françaises, les entreprises aussi européennes dans la région à avoir une opportunité de rebondir économiquement? Moi, je suis impressionné vraiment par le nombre de délégations d'entreprises qui viennent dès la semaine prochaine. Alors c'est vrai qu'il y a la journée de la France, donc ça va vraiment attirer beaucoup de focus et beaucoup d'attention sur Dubaï. Mais il y a énormément de délégations, d'entreprises, de collectivités locales, de fédérations professionnelles qui viennent dans les premiers mois de l'exposition. Donc il y a vraiment un intérêt pour le B2B qui est extraordinaire. Et je suis sûr que de ce point de vue-là, ça va être un énorme succès. Vous savez, il y a le mobilité, le pavillon mobilité. À côté, votre voisin, c'est le Thaïlandais. Il y a 2 pavillons en avant, là-bas. Il y a votre voisin géographique, en fait, la Belgique. Voilà, c'est tout le monde. Oui, hein, la carte, elle est mélangée. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une opportunité pour vous? Quand vous voyez qu'il y a tout le monde, est-ce qu'on frappe à la porte des pavillons pour voir des contrats, des contacts, des opportunités? Alors, je ne sais pas si on peut aller frapper à la porte de son voisin, comme quand on va chercher, quand il vous manque de la moutarde. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va se croiser dans plein d'événements. On a déjà plein d'événements croisés. On va essayer d'organiser quelque chose avec la Chambre de commerce française au Liban, par exemple. Il va y avoir plein d'opportunités de croiser des expertises, de travailler avec d'autres pays. Donc c'est certain que ça va favoriser les liens entre les différentes économies et entre les entreprises de différents pays. Vous croyez qu'il y aura une coopération, des contrats, des investissements que ça, dans Expo ici, pendant les 6 prochains mois, que ça va apporter d'autres investisseurs, ça va attirer d'autres investisseurs? Je suis absolument convaincu que ça va être vraiment pour Dubaï une façon de
passer une étape, de se mettre sur la carte du monde de façon encore plus forte et de se positionner comme un des centres business au niveau mondial et que il y aura un avant et un après exposition. Merci d'être venu. C'est un grand plaisir. Mais c'est beau, hein? C'est vraiment, il y a beaucoup de projets en fait artistiques ici. Vous voyez, l'esplanade, elle est très belle. En fait, c'est pas une simple entrée en fait. C'est les gens qui vont serpenter, qui vont faire oui. la queue dans la file d'attente pour que, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, donc il y aura un peu de file d'attente et donc que les gens puissent déjà profiter de l'expérience. Du pavillon, même s'ils ne sont pas encore rentrés dedans. Et s'il y a des enfants, ils vont jouer partout ici. Exactement. C'est très beau et c'est vraiment Prendre un petit croissant, un petit café. Ah bah oui, la crêpe, je vais revenir quand ça va faire. voilà. Oui. Je vais revenir pour les crêpes. Je vous promets qu'on se reverra. On reviendra encore une fois pour la crêpe et pour en fait, les événements et les fêtes que vous aurez ici. Merci Geoffroy de nous avoir rencontrés ici avec la même équipe en fait, encore une fois. Mais ce n'est pas vous qui va m'accompagner pour le tour. Non, j'ai décidé de vous confier à Marc Descrozailles, qui est le CEO du groupe Accor, qui connaît très bien le pavillon, puisque le groupe Accor est partenaire du pavillon de la France, qui connaît aussi très bien Dubaï. Il est à Dubaï depuis très longtemps, donc il connaît toute l'historique de l'expo. Vous êtes entre les meilleures mains possibles. Parfait. Et c'est lui qui va vous faire découvrir le pavillon dans sa nouvelle version un peu finalisée. On va le retrouver? Exactement. Allons-y pour le retrouver. Marc, il est là? Tout à fait. Ah, c'est bien, il est bien arrivé. Bonjour Marc. Bonjour Naofer. Comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? On va s'arrêter ici. Marc, merci de nous avoir attendus ici, dans l'entrée et avec cette belle esplanade du pavillon français. Absolument, soyez les bienvenus. Merci. Quand je demandais à Geoffroy de me refaire le tour, en fait, quand c'est fini, et il est bien prêt, le pavillon, il vous a choisi pour le tour. Il a bien fait, Geoffroy. Je pense que j'ai fait le meilleur choix possible. Je ne peux pas vous contredire. Oui, les bienvenus. Bien sûr, merci. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci Naofer, c'est un grand plaisir. Chose promis, chose due. Voilà, j'ai tenu ma promesse. Je suis ravi d'avoir pu le faire. À bientôt, j'espère. À bientôt. Vous allez voir l'exposition permanente. Je vais voir, effectivement. Parfait. À Vous êtes bientôt. chanceux. Au revoir, Marc. Merci. Marc, merci de nous avoir attendus ici. Et c'est tout près du scaphandrier, la combinaison de l'astronaute Pisquet. Absolument. Et il est où Pisquet maintenant? Il est quelques milliers de kilomètres au-dessus de nous, dans l'espace. Dans l'espace. Et c'est effectivement le parrain du... Et c'est sa combinaison. Absolument. Ah, c'est bien. Vous voyez, j'étais en train de faire l'interview avec Geoffroy et j'avais envie de jouer. C'est très beau ici de jouer et il y a des logos, Lego. Vous savez c'est quoi? Oui, un petit peu. En fait, ce qui a été fait dans toute cette espèce de magnifique esplanade, c'est pour un petit peu pouvoir s'adonner au plaisir bien français de la flânerie et de pouvoir comme ça se balader. Et en même temps, les petits et les grands peuvent aussi avoir des moments de détente et pouvoir s'amuser. Donc une espèce un petit peu de chasse au trésor avec ces espèces de Lego ou d'architecture comme ça pixelisée. Et beaucoup et qui sont sympas pour les enfants et pour tout le monde. C'est vraiment plein de projets artistiques, culturels, dès l'entrée et dès cette esplanade. D'après vous, qu'est-ce qui distingue le pavillon français? Je sais que c'est votre pavillon, mais qu'est-ce qui le distingue des autres? Déjà, il y a comme ça cette espèce d'accueil. Il y a vraiment l'accueil à la française où on veut pouvoir, dès qu'on est en train de commencer à rentrer dans l'expérience, se sentir vraiment accueilli avec beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses qui ont envie de rentrer, d'être curieux. Et puis après ça, il y a vraiment un espace magnifique qui se trouve à l'intérieur, qui est aussi en haut avec une très très belle vue sur tout l'ensemble de ce qu'on va retrouver ici pour l'exposition universelle. Et ça, c'est quel étage? Ça, c'est au 4e étage. C'est là où on va maintenant? C'est exactement là où je vais vous conduire. Il y a un restaurant. Et il y a un restaurant. Il y a quelque chose à manger. Mais j'espère bien. Bah oui, il faut manger. Absolument. Il y a un restaurant. Merci Marc. On y va? On y va. On y va. Allons déjeuner. Allons déjeuner et parler business. Exactement. Alors c'est là, c'est le restaurant, c'est une belle terrasse en fait.
Vous avez vu cette vue? C'est joli, hein? magnifique. Bah, on voit tout. Il y Exactement. a Al-Wasl Dome et Plaza, il y a la mobilité, il y a, je crois que c'est ça le portail. C'est le portail d'entrée, ça. d'entrée C'est de l'un la des portails. mobilité. Absolument. Oh mon Dieu, c'est très beau. Mais voilà, et on est en train de comme ça surplomber une grande partie du centre de l'exposition. Et Donc, vous allez être là pendant 6 mois. Là pendant 6 mois, et on va pouvoir comme ça s'occuper de nos convives, nos clients ici. Et à les partir gens d'ici. vont pouvoir venir et manger ici? Ou Absolument. uniquement les visiteurs invités? Non, ça va être sur réservation. Ah Donc bon, voilà, c'est vous prenez bien. votre téléphone, Je vous vais pourrez réserver. réserver, vous venez, avec Bah grand oui. plaisir. Quel genre de cuisine vous allez avoir ici? Alors ça va être la cuisine des grandes régions françaises. Donc on va avoir 6 régions. Chaque D'accord. mois, il y aura un chef qu'on va aller chercher parmi nos hôtels en France, Qui va venir ici? qui va venir ici Spécialement. spécialement et qui va venir pour vraiment mettre les recettes et les bons plats de sa région en avant. Donc par exemple, il va y avoir des La régions. première région. On va commencer avec Rhône-Alpes, Lyon. D'accord. Et donc on va avoir un de nos chefs qui va venir donc directement de France, Julien Mercier, et qui va venir cuisiner avec toutes les recettes de sa région pour nous tous ici. Et certainement, la gastronomie, c'est toute une culture. Et parfois, je peux même dire que c'est toute une science, en fait. On est en train d'innover avec la gastronomie. Quel est l'apport de la France dans Alors la par cuisine? rapport à ça, c'est vrai que pour la France, comme c'est quand même très important, la France fait Oui. partie pour le patrimoine au niveau de l'UNESCO, a été mis, la gastronomie et l'art de vivre à la française a été mis dans la liste de l'UNESCO. Et donc la France se veut là-dessus vraiment pour revenir dans les terroirs. Il y a aussi un aspect de comment est-ce qu'on fait pour prendre tout ce qui est environnemental, avoir des circuits courts, avoir les ingrédients vraiment de la région mis en avant. Donc très c'est beau. ça qu'on va essayer de recréer ici autant que possible pour tous nos invités que nous allons avoir ici. Et je vois une table. Vous avez dressé une table pour nous, Absolument. pour nous deux. Je la vois là-bas. On y va. On va continuer notre Exactement. discussion là-bas. Continuons. D'accord. Et c'est bien. Je vais m'asseoir ici. Je vous en prie, Merci. avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, ça c'est beau à la vue. Encore une fois, même si on est assis, on peut voir que c'est très très beau. C'est à voir. Alors, parlez-moi de vous, Marc. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'hospitalité? Oh, Ce très secteur, hein? Très longtemps, depuis toujours, depuis que je suis presque un enfant. Et donc de longues années, dans pas mal d'endroits, dans pas mal de pays. Et puis D'accord. ici aux Émirats et à Dubaï en particulier. Ça fait combien de temps? Depuis, Plus que 12 10 ans. ans. 12 ans. 12 ans. Donc effectivement, j'ai Qu'est-ce vu qui beaucoup de vous choses. a fait choisir que c'est ça l'endroit où je veux rester? Premièrement, il y a des choses extraordinaires au niveau de l'énergie. Il y a une énergie quand même dans ce pays, dans cette ville, que je trouve absolument fascinante. Et je trouve que c'est quelque chose dont le monde a vraiment besoin. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis c'était très agréable et très bien au niveau de la famille, au niveau professionnel en même temps. Donc c'est une combinaison de beaucoup de facteurs où je trouve que Dubaï s'en sort sur la scène mondiale de façon très positive pour y vivre, pour y faire une carrière. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et la présence française au niveau de l'industrie hôtelière, elle est bien pesante en fait. On peut la sentir. Comment elle s'est imposée, la France, avec le secteur de services et le secteur hôtelier? Petit à petit, parce que en fait, au démarrage, si on prend le groupe Accor, pour lequel je travaille, on est arrivé avec quelques marques qui étaient à ce moment-là sur un positionnement très spécifique et qui n'existaient pas tellement dans la région, avec des marques comme Ibis et Novotel. Et après ça, on a vraiment grandi, on est commencé à rentrer aussi dans le marché du luxe, dans le marché des resorts, et on s'est retrouvé petit à petit à prendre une part de marché de l'ordre de 10%, qui était effectivement très prépondérante et qui correspond aussi bien à tout ce qui se passe en termes d'énergie, en termes industriels. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont ici basées aux Émirats et à Dubaï en particulier. Il y a beaucoup de marques. Ouais. Mais il y a beaucoup d'hôtels français qui se sont installés. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous? Entre nos marques en interne, non, parce que le marché est très grand. Ah d'accord. Donc on arrive à effectivement pouvoir avoir un positionnement spécifique sans vraiment faire une concurrence. Nos concurrents, ce sont quand même les autres. Oui. Donc il y a beaucoup de marques qui ne sont pas à l'intérieur du groupe, qui sont nos concurrentes. Avec la pandémie qui a duré à peu près 18 mois, si on peut dire, comment l'industrie hôtelière à Dubaï et aux Émirats a pu surmonter ce défi? Déjà, il a fallu faire attention aux personnes, à l'aspect vraiment sanitaire pour nos employés et nos clients. Vraiment là-dessus travailler avec le gouvernement ici pour mettre en place des mesures, des normes qui soient vraiment efficaces et respectées et qui aient du sens, qui soient comprises par les clients, qui fait qu'une fois que les personnes se sont dit tiens, en venant ici, il y a vraiment un niveau de sécurité optimum malgré les circonstances, on va pouvoir venir, on va pouvoir
passer du temps, avoir des vacances. Et très vite, dans ces 18 mois, Dubaï a commencé à ressortir comme étant l'un des endroits au monde où on peut venir de façon safe, aussi safe que possible, pour avoir une vie la plus normale possible, ce qui n'était quand même pas donné. Ça reste encore un lieu qui attire les investisseurs, que ce soit dans le service, que ce soit dans l'industrie hôtelière ou dans l'hospitalité. De plus en plus. Je pense de plus en plus. Je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience que malgré le développement très rapide, ce n'est encore que le début. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Et l'exposition universelle, je crois, est de ce point de vue-là, en plein cœur de ce message au monde, de dire, voilà, on est en train de démarrer, on est en train de vraiment se lancer, on passe à une nouvelle vitesse. Et les investisseurs le reconnaissent énormément. Qu'est-ce que vous cherchez ici, à partir de ce pavillon, de faire des investissements, des contrats, des coopérations avec d'autres pavillons, d'autres pays ou entre vous-même? Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour évidemment la communauté française, on va dire la communauté d'affaires française. Sur cet étage en particulier, il va y avoir beaucoup d'espaces de conférences, il va se passer énormément de choses et c'est très intéressant de voir à quel point les entreprises ont reconnu ça, se sont dit tiens, c'est l'occasion d'être en avant, de se mettre de nouveau à faire du business, à rencontrer des gens, à faire des conférences. Et nous, de ce point de vue-là, on est là pour servir en fait toutes ces personnes et servir cette communauté et qui est là présente, qui répond vraiment présente à l'appel du pavillon français et de l'exposition de Dubaï. Et bien sûr, les Émirats arabes unis accueillent la plus grande communauté française dans les pays du Golfe. C'est à peu près plus que 20 000 personnes. Qu'est-ce que vous attendez de cette communauté durant, bien sûr, Expo? Cette communauté française, effectivement, de pouvoir se montrer aussi, de jouer son rôle un peu citoyenne par rapport aux Émirats, profiter de cette exposition extraordinaire parce que je pense que pour nos enfants, par exemple, ça va être le moyen de voir comme ça, dans un endroit condensé, des choses absolument extraordinaires et pour tout le monde. Donc il y a vraiment la possibilité de venir découvrir des choses là qui sont juste à notre door. Et c'est une exposition de ce point de vue-là qui va être très unique dans ce monde qui a été tellement enfermé pendant 18 mois qui d'un seul coup peut s'ouvrir là à un même endroit. On peut aller pour voir le monde et les Français vont pouvoir en profiter ici à Dubaï. Pour le pavillon français, il y a deux marins. Un marin qui est astronaute, qui est maintenant dans l'espace, et on en a parlé quand on était dans l'esplanade, et une marraine qui est femme, qui est chef pâtissière. Absolument. Et pourquoi elle? Qu'est-ce que ça veut dire de choisir quelqu'un de la gastronomie, en fait, une personnalité de la gastronomie? Alors, ce qui est intéressant donc, par rapport à Jessica Pralpato, dont vous parlez, qui est donc quelqu'un de très unique parce qu'elle a été considérée et jugée comme étant la grande chef pâtissière, la meilleure du monde en 2019. Absolument. Parfait. Donc elle vient avec auréolée comme ça de cette gloire et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a mis vraiment cette excellence française dans quelque chose sur lequel je pense que la France a gardé vraiment une certaine avance, c'est la pâtisserie. La pâtisserie française est vraiment quelque chose de complètement exceptionnel et donc ça avait vraiment beaucoup de sens par rapport au pavillon de France d'avoir comme ça quelqu'un qui représente vraiment l'excellence française dans quelque chose qui est traditionnel à la fois mais aussi en train de se réinventer et d'être dans le monde de demain. Un monde plus environnemental, un monde plus naturel. Et avec elle, ça va être un peu sucré. Exactement. Un petit peu. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Dessert pas trop sucré. Pas trop sucré. Jessica, qu'est-ce qu'elle va créer pour les visiteurs du pavillon à l'occasion de Expo? Alors c'est très intéressant parce qu'elle est venue ici, s'immerger complètement. Elle a passé beaucoup de jours ici à Dubaï et dans la région pour comprendre l'essence, pour comprendre vraiment ce qu'il y avait à offrir, ce qu'on pouvait trouver ici localement comme saveur. Et donc, elle va avoir ce dessert qui s'appelle le Gustave, en référence bien sûr à Gustave Eiffel, qui était là pour l'exposition universelle il y a déjà bien longtemps à Paris. Et derrière, elle crée un dessert qui va être donc un moelleux avec des saveurs très orientales et qu'on peut trouver vraiment ici aux Émirats, avec bien sûr des dattes, avec des figues, avec de la cardamone et avec beaucoup de choses. Donc, il va y avoir vraiment le rappel de la France et des techniques françaises et de l'autre côté, beaucoup de produits qui sont des produits du terroir d'ici. À part mais on ne va pas le déguster aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je vais revenir pour ça. Exactement. Certainement. Il faut trouver des occasions. Je vais trouver des occasions pour venir pour un dessert, surtout avec Jessica. Marc, à part le pavillon français, qui est très distingué en fait, quels sont les autres pavillons que vous voulez voir? Je sais que vous êtes un passionné de l'histoire pharaonique.
Vous croyez que vous allez visiter peut-être le pavillon J'espère égyptien? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des momies là-bas. Exactement, je sais. Donc Et je suis des très pièces content. historiques inestimables à l'égyptien, le pavillon égyptien. Quels sont les autres pavillons que vous allez visiter en fait? Ah, je vais en visiter, je pense, pas mal. Je vais visiter d'abord quand même aussi les pavillons de la région. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que les pays ici du Golfe, qui finalement ont une occasion là, unique de faire quelque chose de vraiment exceptionnel, qu'est-ce qu'ils ont à offrir, le pavillon d'Arabie Saoudite, bien sûr le pavillon de nos hôtes ici, des Émirats. Ça m'intéressera après ça d'aller voir des pavillons de pays aussi que je ne suis pas habitué à visiter très souvent, qui sont peut-être en Amérique latine, qui sont peut-être loin, en Australie, en Asie. Et puis bien sûr, aussi proche de nous, il y a l'Afrique qui va amener, je pense, des choses très intéressantes. Donc il y a de quoi vraiment faire des choses extraordinaires. Mais vraiment, c'est comme si on peut dire, c'est l'occasion ou jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a la pandémie. Donc peut-être il y a une limite pour voyager un peu partout dans le monde, mais tout le monde est là. Exactement. Donc c'est ça ce qui est bien. D'après vous, après des années, des mois, en fait des mois qui sont très difficiles et very challenging, qu'est-ce que vous croyez il va rester de ce expo pour les futures générations? Qu'est-ce qu'on va se rappeler? On va se rappeler, je ne sais pas, la durabilité, on va se rappeler la mobilité, on va se rappeler peut-être comment on a surpassé le défi de la pandémie de Corona. Qu'est-ce qu'on va se rappeler d'eux? C'est une question quasiment philosophique et un petit peu aussi qui a envie de nous tourner vers l'avenir en voyant que cette pandémie qui a autant affecté tellement de vies humaines et qui a été tellement dramatique sur plein de niveaux, en quoi est-ce que justement on a pu aussi prendre un peu une pause, se rendre compte donc des défis environnementaux, se rendre compte après ça de comment est-ce qu'ensemble on arrive à travailler mieux et à sortir justement d'une crise en étant ensemble, parce qu'ensemble on va être plus fort. Est-ce que de tous ces éléments qui sont des éléments universels, finalement, il n'y a peut-être pas une réponse ici? Ça nous donne des éléments de réponse qui sont vraiment complètement dans un endroit, à un moment, à un instant T, mais qui peut être pour nous un exemple pour l'avenir. Et un exemple un petit peu pour tous les dirigeants de ce monde et tous les êtres humains. Une belle réponse très très profonde, Marc. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème. Comment la gastronomie, l'hospitalité, l'hôtellerie, peut-être elle fait partie aussi de ce thème. Complètement, parce que c'est notre mission première, c'est de Connecter, recevoir les personnes, recevoir. de les connecter, de faire en sorte qu'ils soient en train de vivre des moments. C'est ce que nous sommes vraiment dans notre nature. Donc de ce point de vue-là, ça nous parle énormément. Nous, pour Accor, le groupe, pour les Français aussi et pour le monde entier, ça nous parle énormément. Dis-moi, qu'est-ce que notre chef talentueux nous a préparé pour aujourd'hui? Alors pour aujourd'hui, dans la carte, qui est une grande carte avec plein de super spécialités, de très bonnes spécialités, aujourd'hui nous allons avoir des œufs en meurette, qui est donc une spécialité alors, vraiment bourguignonne et vraiment, vraiment française. Et puis après ça, nous allons avoir une île flottante, qui est quelque chose qui semble simple, mais à réaliser est très, très compliqué. C'est vrai, donc c'est on va un voir dessert. ça, c'est un dessert. Et alors, je crois que le chef a passé une matinée pour faire beaucoup d'autres plats, hein, mais certainement ces deux plats-là, c'est ça? Absolument. D'accord. Ils sont prêts? Ils sont prêts, je crois. Merci le magnifique. chef. Festival des oh mon Dieu, c'est très bien. Alors moi, j'avais choisi les œufs au beurrette. J'ai pas mangé aujourd'hui. Et donc vous, c'est l'île flottante. C'est l'île flottante. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est difficile de la faire? Alors avec une réinterprétation quand même, qui est un petit peu lyonnaise. On voit ici qu'il y a un petit peu de praline rose, qui est une spécialité de Lyon. Ce qui est difficile de faire, c'est évidemment d'avoir de façon cuite comme ça, une île qui se tienne, donc les blancs en neige qui se tiennent, et qui peut être comme ça bien mis, et derrière que ce ne soit pas trop sucré. Le risque, c'est qu'on le fasse trop sucré. Ah d'accord. Et donc voilà, c'est de ce point de vue-là, dans l'air du temps. Et mon plat? Et alors les œufs en meurette, qui sont en fait pochés avec une sauce de viande. Et derrière, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, quand vous claquez dedans, vous avez l'œuf qui va complètement se répandre. Voilà. J'adore les œufs pochés. Allez, allez-y. Merci. On essaie un petit peu. On va goûter ça. Mmh. Délicieux.
Ah bah voilà. Le mien, c'est succulent. C'est bon? Non, ça c'est très bon. Oh, Marc, merci beaucoup. C'était une agréable journée avec vous dans le pavillon français, avec Geoffroy aussi. Mais j'ai un autre rendez-vous en fait. Je dois descendre rapidement pour rencontrer le commissaire général du pavillon français, Monsieur Éric Linquier. Exactement. Je crois qu'il m'attend. J'espère que je ne suis pas en retard. Et merci pour tout. C'est très délicieux et je vous souhaite une bonne chance. Vous aurez beaucoup de monde ici. On espère bien. Ça, je le Merci souhaite. mille fois. Je suis certaine. Merci. Merci, Au revoir. Naomi. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bonjour Eric. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. J'étais avec Marc, au 4e étage, c'est très beau. Très jolie vue sur l'ensemble du site de l'exposition. Exactement. Mes félicitations. Merci. Il est prêt, enfin, pour Enfin, le visiteur. on est prêt à accueillir des millions de visiteurs. Bah oui, enfin, après, combien d'années ça vous a pris? 3 années de travail pour préparer le pavillon et son contenu. Et avec un grand défi, la pandémie de Corona. Absolument, qui nous a obligés évidemment donc, à réorganiser les travaux, mais aussi à repenser le contenu de ce pavillon, et c'est ce qu'on va essayer de faire découvrir aux visiteurs. Le contenu, il est extraordinaire. Comment ça a été lié et ça reflète le thème de Expo Dubaï 2020, connecter les esprits, construire le futur. Mais connecter les esprits, construire le futur, c'est finalement une définition des expositions universelles en général, et du fait que ces expositions universelles sont destinées à améliorer et faire avancer le progrès humain. Et donc c'est ce qu'on a essayé de montrer dans notre pavillon, c'est un peu l'histoire de cette réflexion sur le progrès humain. Le pavillon, il est le 8e, le plus haut aussi de l'expo, une vue panoramique comme on a dit, et il est dans le district de mobilité. Alors, comment on trouve la mobilité ici? Alors la mobilité, c'est beaucoup de choses. C'est la mobilité des connaissances dont on parle dans cet espace dans lequel on se trouve, consacré à l'encyclopédie et à l'héritage de l'encyclopédie. Ça se trouve aussi dans les innovations technologiques, et on le voit un peu plus loin, par exemple, en matière de mobilité spatiale. Et puis c'est aussi la mobilité, une projection vers l'avenir, une réflexion sur les sciences, sur les arts ou sur l'éducation qui conclut notre parcours de visite. Alors nous sommes entourés par les encyclopédies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors ce qu'on voit dans cet espace-ci, c'est effectivement une édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc un texte du milieu du XVIIIe siècle, qui était dans les réserves des Archives nationales de France à Paris, et qui ont été spécialement emmenés ici à Dubaï. C'est la première fois qu'ils sortent. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ici aux Émirats une édition originale de cette encyclopédie. Elle comporte aussi beaucoup de planches que l'on peut voir dans les vitrines, et ces planches, finalement, sont le début d'une histoire qui est racontée à travers toutes les images et toutes les illustrations de cet espace. C'est magnifique. Vous l'avez sorti, emprunté en fait. Ça a été Exactement, prêté par l'Archive nationale. Emprunté pour la durée de l'exposition. Et qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Alors derrière vous, c'est ce qu'on appelle l'arbre des connaissances. C'est issu de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et c'est une tentative de résumer sur une seule page l'ensemble du champ de la connaissance humaine, avec toutes les sciences. Donc toutes les sciences trouvent leur place dans ce tableau des connaissances. J'ai lu en faisant ma promenade ici dans l'exposition permanente ce qu'on appelle la mobilité et cosmopolitisme. C'est quoi en fait? Alors c'est simplement l'idée, et c'est au fond le cœur de ce qu'est une exposition universelle, c'est que l'innovation vient de la rencontre entre les savoirs et entre les personnes qui innovent, qui inventent. Et donc c'est l'objectif de l'exposition universelle, c'est aussi l'objectif de notre pavillon, c'est de faire en sorte que tous les types de visiteurs, tous ceux qui ont quelque chose à apporter sur le développement durable, sur la mobilité, puissent se rencontrer et puissent ensemble faire progresser la science. C'est très artistique, mais en même temps c'est très historique. Et c'est très technologique aussi. C'est un mélange de tout ça, mais c'est au fond ce que fait une exposition universelle, qui est justement d'amener la science vers l'ensemble du public, en mélangeant la science avec l'histoire, avec le divertissement, avec la culture. C'est l'ensemble de tout ça qui fait l'intérêt d'une expo universelle pour un visiteur. C'est bien, c'est parfait. Vous avez 2 marins.
Alors, un astronaute et une chef de pâtisserie. Absolument. Pourquoi eux? Alors c'est un choix en fait, d'abord d'avoir un homme et une femme, Oui. d'avoir un scientifique et plutôt quelqu'un du monde de la création artistique, parce que la cuisine c'est un peu un art, et qui veut être le reflet au fond de notre ambition au sein du pavillon. C'est à la fois de montrer des innovations, de montrer de la science, de montrer des choses qui nous projettent dans l'avenir, et en même temps de rappeler le patrimoine historique, géographique, culturel et donc culinaire de la France. Et notre pavillon, c'est un peu un mélange des deux, un équilibre entre les deux, l'innovation et la tradition. Et durant la journée nationale de la France, qui est le 2 octobre, il y aura un duplex, en fait, avec l'un des marins, Thomas Pesquet, qui est maintenant dans l'univers, quelque part, des milliers. Alors il tourne Centaines de milliers de centaines de kilomètres autour de la Terre. Il fait le tour dans la station spatiale, l'ISS, plusieurs fois par jour. Et à un moment, dans cette journée nationale de la France, il apparaîtra sur Al-Walsall Plaza et dialoguera avec un certain nombre de personnes. Ah, c'est parfait, ils vont lui parler directement. Il y aura un dialogue, des questions, des réponses, et voilà, on sera très proche tout en étant très loin. Éric, c'est quoi le message de la France pour tout le monde à travers ce pavillon et à travers Pesquet? Le message de la France, c'est un message d'optimisme finalement. Et je pense que c'est important, après la pandémie de Covid, d'être optimiste. C'est de dire qu'effectivement, en connectant le monde, pour reprendre le slogan de l'exposition, en mettant en commun un certain nombre de connaissances, de savoirs, d'expériences, on fait progresser l'humanité et on accroît le bien-être collectif. Ce qui est bien dans ce pavillon, et pour la première fois dans l'histoire de la France, qu'il va être démantelé. Oui. Et en fait, ça a été acheté déjà. Voilà, il va être réutilisé. À Toulouse. À Toulouse, exactement. Parlez-nous de ça. Donc le Centre national d'études spatiales, le CNES, qui est l'agence spatiale française, a décidé de récupérer ce bâtiment qui va être entièrement démonté morceau par morceau et reconstruit complètement à Toulouse pour faire un grand bâtiment d'accueil officiel sur le campus du CNES à Toulouse. Quand j'ai fait la tournée aussi, j'ai vu un petit segment, ou un petit pavillon ici qui parle des voitures, mais je n'ai pas vu des voitures. Alors c'est effectivement un des enjeux. La mobilité, ce n'est pas seulement des moyens de transport ou du transport, c'est aussi toute une logique de service et d'enchaînement de services pour faciliter la vie des citoyens dans les villes, dans les campagnes. Et donc effectivement, on va évoquer, là, avec Renault en l'occurrence, le fait que les services de mobilité vont bien au-delà de la voiture, du train ou du métro. C'est quelque chose de plus complexe, mais aussi de plus utile aux citoyens. Je suis ignorante peut-être dans ça, mais j'ai vu un grand ballon. C'est quoi? Alors c'est un dirigeable. Alors on a dans l'histoire des tentatives de voyage par dirigeable au XXe siècle qui n'ont pas été très heureuses. Aujourd'hui, on a complètement réinventé le dirigeable et ce dirigeable, en fait, il n'est pas destiné à transporter des personnes, mais des objets très lourds, puisqu'on peut transporter des objets jusqu'à 60 tonnes dans ce fameux ballon dirigeable Flying Wells, avec effectivement un enjeu qui est d'accéder dans les zones du globe où il n'y a pas d'infrastructure, pas de port, pas de route. Et donc le seul moyen pour transporter des objets gigantesques, c'est un ballon dirigeable. Parlez-moi du bateau que je l'ai vu. Dernier point, peut-être. Absolument, c'est le dernier point, c'est la conclusion de notre exposition permanente. C'est un très beau projet qui nous projette dans l'avenir, de la Fondation Art Explora. C'est un bateau donc, qui va transporter une exposition numérique des grands chefs-d'œuvre de l'art mondial, qui va s'arrêter dans 50 pays différents et à chaque fois faire escale et créer des expositions avec les artistes, le patrimoine du pays en question, et à chaque fois présenter à la population finalement la synthèse des grands chefs-d'œuvre de l'art mondial et du patrimoine local pour faire diffuser plus largement la connaissance des arts dans toutes les populations du monde. C'est très riche, Éric. Et vous avez aussi, ça c'est l'exposition bien sûr permanente. Il y a des expositions qui vont changer chaque fois. Tous les mois. Voilà, on a 5 expositions. On commence avec Notre-Dame. Avec Notre-Dame de Paris, une exposition un peu immersive qui raconte à la fois l'histoire de Notre-Dame de Paris et qui présente aussi le projet de restauration après l'incendie de Notre-Dame de Paris. À l'entrée, il y a tout un projet pour la photographie en fait. Il y a tout ici. Il y a la vous avez pensé à tout. On a essayé en tout cas d'avoir le maximum de choses qui à la fois amusent, distraient, surprennent le visiteur, mais aussi lui apprennent des choses. Alors c'est peut-être très ambitieux, mais on se dit qu'on ne vient pas simplement quand on est un visiteur pour se distraire dans une expo universelle. C'est important de le faire, mais ce n'est pas que ça. On y est là aussi pour réfléchir, pour comparer, pour partager les savoirs. Et ça, c'est vraiment l'ambition de notre pavillon. À l'entrée ici, je vois beaucoup d'écrans en fait, avec des projections et des films en noir et blanc. Et je me sens vraiment dans une capsule de temps.
C'est un peu ça, c'est l'objectif de cet espace qui part de l'encyclopédie, mais qui n'est pas simplement historique, qui veut raconter finalement toute la chaîne de la connaissance depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, donc pendant 4 siècles différents. Eh ben, l'humanité a travaillé, a progressé, à découvrir, à inventer des choses. Eh ben, c'est ce qu'on essaye de raconter sur tous ces écrans. Et la France, elle faisait partie de ce que l'humanité a eu comme avance technologique dans le domaine mobilité, par exemple. Je pense qu'il y a toute une tradition française de recherche scientifique, d'invention. On retrouvera par exemple sur ces écrans le premier film de cinéma tourné au monde par les frères Lumière. Hein, le train Le train dans la gare qui entre en gare de La Ciotat, qui est donc 1895, donc il y a 125 ans. Le premier film, bien avant Hollywood ou Bollywood, on tournait des films en France et c'était les premiers au monde. C'est vraiment une connexion entre l'histoire, le présent et même aussi l'avenir et le futur. Et c'est d'abord une réflexion aussi pour l'avenir et de se dire que tout ce passé qu'on a derrière nous nous sert aussi à construire le futur. J'ai vu dans l'esplanade, il y a 2500 mètres carrés de photovoltaïque, c'est ça pour Alors sur le pavillon, en fait l'ensemble du pavillon est couvert de tuiles solaires, qui est une technologie française. C'est du photovoltaïque, mais avec une technologie française qui effectivement nous permet d'alimenter le pavillon en électricité. Et solaire et énergie renouvelable. Absolument, complètement renouvelable. C'est un message très très important parce que c'est un sujet qui est primordial pour Expo Dubaï 2020 parce qu'il y a aussi un pavillon de sustainability. Et la durabilité, c'est finalement un vrai enjeu pour l'ensemble de l'humanité. Ça se traduit par des choses très concrètes. La durabilité en matière énergétique, c'est effectivement la capacité à limiter, comme on le sait, les émissions de gaz à effet de serre et donc de trouver le moyen de concilier le progrès technique, la croissance économique, le bien-être de chacun des citoyens de l'humanité avec cet objectif ambitieux. Et ça va être une opportunité pour visiter, pour faire des business et des contrats, des investissements pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est un lieu de rencontre. Et voilà, vous allez résumer en un seul lieu tout l'Expo. Alors, c'est peut-être une grande ambition que vous nous prêtez là. Et on essaiera d'être à notre place, même si elle est modeste. Mais en tout cas, c'est aussi l'esprit de l'Expo universelle, c'est que chacun est là pour apporter sa pierre à un très grand édifice. Eric, je vous remercie énormément. Merci. C'est une grande journée aujourd'hui. Une très grande journée pour la France. Vous êtes dans le plein de préparatifs en fait pour cette journée. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais que votre agenda est bien chargé. Je vous remercie énormément. Avec grand plaisir. Merci. Et je veux revenir encore une fois pour la crêpe en fait. Eh ben, c'est une très bonne idée. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة أول حلقات برنامج لقاء عمل في إكسبو وطبعا سأترككم مع هذه اللقطات الجميلة. عدنا مع الفريق وأخذنا صور للجناح الفرنسي بالليل. لوميير أضواء رائعة جدا. أترككم معها. تصبحون على خير.